Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Il y a un mini-drama qui agite un tout petit peu Twitter actuellement autour des zététiciens et je voulais qu'on en parle quelques minutes parce que il y a des choses intéressantes à en dire, pas au sujet du drama lui-même, le drama on s'en contrefiche, mais là il se trouve que les zététiciens s'attaquent à un domaine qui est le mien. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent au VSS dans les fake meds. Et c'est assez intéressant parce que ça a soulevé des critiques chez d'autres zététiciens qui ont mis en avant un article dont on va se faire la lecture ensemble là dans cet épisode. Et ça va nous permettre, encore une fois, d'essayer de reparler du mouvement MeToo, d'essayer de parler de ses spécificités, de la différence qu'il a existé entre MeToo et Balance ton port, parce que ce sont deux mouvements différents, qui ne s'analysent pas de la même façon différente et qui ne cherchent pas à comprendre et à mettre en évidence les mêmes choses. Safran tient absolument à participer à l'épisode aujourd'hui. La première des choses, moi, qui m'agace, et je le dis tout de suite, donc je vais vous le dire tout de suite, sur cette chaîne, je vous ai déjà dit, Safran, je travaille. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne que Thomas, c'était un ami, c'est quelqu'un que j'appréciais sincèrement. Fantine, c'est pas le cas. C'est pas que j'apprécie pas Fantine, pas du tout. C'est juste que j'ai pas eu assez d'échanges dans ma vie avec Fantine pour pouvoir la considérer comme une proche, comme un ami. Je ne sais même pas si Fantine m'apprécie. On a eu 3 échanges sur Discord. Elle est passée une fois très rapidement sur la chaîne avec Vled pour parler de handicap, et puis c'est tout. Donc, si vous voulez, c'est pas du corporatisme. Là, je vais pas faire une vidéo pour la défendre parce que c'est une copine. Je vais faire une vidéo pour la défendre parce qu'elle mérite d'être défendue. Donc, voilà ce qui se passe. Certains zététiciens appellent à développer un MeToo autour des fake meds. Et ça, effectivement, c'est discutable, on va en parler justement. Il est discutable, en fait, d'appeler un MeToo de l'extérieur d'un domaine, mais c'est absolument pas délétère pour la cause, bien au contraire. Donc on va vraiment essayer de discuter de ça, de rappeler pourquoi les mouvements MeToo sont des mouvements protéiformes, complexes, et pourquoi ils sont malgré tout nécessaires. Et donc là, procès d'intention instantanément. Procès d'intention, vous les sceptiques, vous ne parlez jamais des VSS, et là, d'un seul coup, quand il faut en mettre plein la tronche aux fake meds, là, on vous entend. Et donc, vous instrumentalisez les VSS pour votre lutte contre les fake meds. Alors ça, c'est vraiment du pur procès d'intention. Et très sincèrement, j'ai même pas répondu aux gens qui disaient ça sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas discuter avec les gens qui font preuve de mauvaise foi. C'est hors de question. C'est hors de question parce qu'en fait, on va se retrouver face à un mur. Et donc, je préfère adresser une réponse soit plus collective et plus ouverte et qui permette de réfléchir au mouvement MeToo sur la chaîne, plutôt que de répondre à ces procès d'intention. D'autant que, excusez-moi, mais Fantine, elle fait sa part, quoi. Fantine, c'est une femme qui va dans des écoles, dans des collèges, parfois dans des lycées, pour aller faire de l'éducation à la sexualité et au consentement. Donc Fantine, en fait, elle va lutter contre l'une des racines des VSS, l'une des racines de la culture du viol. Elle va donner des éléments clés à des enfants, à des adolescents, pour leur permettre d'avoir les bons éléments de langage et donc de bien comprendre ce que c'est qu'une violence sexiste, une violence sexuelle ou un viol, pour qu'ils puissent s'en défendre. Et pour qu'ils puissent éventuellement poser des mots s'ils ont eu le malheur de souffrir de ça. Et ça fait partie, ne vous en déplaise, des recommandations même de la Civise. La Civise recommande, pour lutter contre la pédocriminalité, de renforcer ce type d'éducation. Donc Fantine, en fait, elle fait sa part. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi sur Internet, on peut lire « Ah bah ouais, vous parlez pas beaucoup des VSS ». Déjà, c'est faux. Je veux dire, sur la tronche en biais, ils ont déjà fait des sujets sur le féminisme, ils ont déjà fait des questions sur le genre, ils ont déjà fait des questions sur les violences sexistes et sexuelles, voire sur les défenses d'un agresseur sexuel présumé. Et Fantine, elle a déjà fait des vidéos sur l'éducation à la sexualité et au consentement. Donc en fait, il y a un moment donné où si le discours, c'est de dire « vous n'en parlez pas assez, donc quand vous en parlez, c'est par récupération », ça, c'est un jeu sans gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils n'en parlent pas, ils sont coupables de ne pas parler des VSS. Et s'ils en parlent, ils sont coupables parce qu'ils veulent instrumentaliser les VSS pour se mettre en avant. Donc moi, ça ne me va pas du tout. Et je ne rentrerai pas sur ce terrain-là parce que c'est un terrain qui est malhonnête. C'est un procès d'intention qui n'est pas honnête. Et très sincèrement, si vous avez des critiques à émettre aux personnes, arrêtez d'émettre systématiquement des sortes d'attaques personnelles comme ça, de faire des procès d'intention, ça ne mène à rien. La critique, elle est nécessaire. C'est par la critique qu'on améliore nos contenus. Il y a des féministes qui militent depuis 10-15 ans, qui suivent ma chaîne, qui régulièrement m'envoient des messages pour me dire quand tu as tenu telle prise de position, je pense que tu aurais pu utiliser tel élément de langage. Je pense que tu n'as pas vu quand tu as présenté tel sujet, tel ou tel angle mort. Et ça m'aide, évidemment. Mais si je recevais des messages pour me dire tu es une honte pour la cause de la lutte contre les VSS et de la lutte contre le sexisme, parce que dans une vidéo, il y a 2 ans, tu as dit elle s'est fait violer au lieu d'elle a été violée. Non, en fait, c'est des arguments qui ne vont même pas s'entendre. Donc voilà, essayons d'élever le débat. Je vais d'abord vous lire l'article en question qui a un petit peu mis le feu aux poudres, qui a provoqué de la colère chez Fantine, et je peux la comprendre. C'est l'article suivant qui a été partagé par Richard Monvoisin et par Lou Girard, je crois.
qui sont des comptes que je vous recommande d'ailleurs de suivre, qui sont des comptes très intéressants, qui produisent de la pensée, qui s'appellent MeTooFakeMed, MeTooTantra, MeTooOstéo. Avant le lancement ces derniers mois des hashtags MeTooFakeMed, MeTooTantra, MeTooOstéo, il semblerait que les sceptiques se mettent enfin au féminisme. Mais est-ce vraiment le cas? Alors oui, quand vous avez des chaînes, des très grosses chaînes qui décident de parler de la question du genre, qui décident d'analyser la défense de certains agresseurs sexuels présumés, oui, ils se mettent au féminisme. Mais c'est pas leur rôle. Je veux dire, le rôle... Les personnes qui vont parler de féminisme, ce sont les personnes comme moi qui veulent lutter contre le sexisme, ce sont les féministes qui mettent en avant la lutte féministe, etc. Les contenus sceptiques sont des contenus qui essayent de lutter contre la désinformation, qui essayent de comprendre d'où viennent les croyances, etc. Je veux dire, ce serait comme si les gens me faisaient le reproche de ne pas être précis quand je fais une vidéo sur le massacre en cours à Gaza. Mais c'est pas mon travail. J'essaye de le faire parce que je pense que c'est nécessaire de le faire avec un angle de lutte contre le sexisme, en parlant des premières victimes, qui sont les femmes et les enfants. Mais évidemment, c'est pas mon rôle. Vous voulez du contenu politique, vous allez voir un contenu politique. Vous voulez du contenu sur les VSS, vous venez voir les contenus des féministes ou vous venez sur ma chaîne. De prime abord, on peut se demander quel est le lien entre les VSS et les fake med, le tantra. Y a-t-il quelque chose d'inhérent à ces pratiques qui justifie l'existence d'un MeToo spécifique? Spoiler, absolument pas. Et là, moi je suis sur mon terrain, là je joue à domicile, je joue doublement à domicile, figurez-vous, je peux vous garantir qu'il y en a. Et on va revenir sur cette affirmation. Les VSS résultent d'une combinaison complexe de facteurs sociaux et politiques tenant plus ou moins à la dimension cis hétéropatriarcale de la société dans laquelle nous évoluons. Pas de problème avec ces affirmations. Domination exercée par les hommes, culture du viol, silenciation des victimes, impunité des agresseurs, minimisation des conséquences des VSS, décrédibilisation et invisibilisation des luttes féministes, complaisance voire complicité des pouvoirs publics, autres instances décisionnaires et médias, etc. Rien de spécifique aux pratiques pseudo-médiévales et New Ageuse. Donc, je voudrais simplement vous faire un point. Il existe, du côté de l'ordre des médecins, un arsenal judiciaire qui leur permet de punir les mauvais comportements des médecins. Alors oui, je sais. La première des choses que vous allez me dire, c'est l'ordre des médecins n'assume pas ce rôle-là. Et effectivement, on l'avait vu quand on avait fait intervenir le docteur sur la chaîne. Alors je ne sais plus quel est son pseudo, quel est son vrai prénom, donc je vais juste dire le docteur, la doctoresse en l'occurrence. Elle nous avait bien expliqué que lorsque un médecin dénonce un confrère ou une consoeur pour des mauvaises pratiques, bien souvent ce qui arrive, c'est que ce médecin est condamné pour ne pas avoir respecté la cofraternité. C'est la personne qui a dénoncé un médecin qui s'est mal comporté qui est condamné. Donc on pourrait me rétorquer ça en premier abord, à savoir l'ordre des médecins n'assume pas son rôle. Certes, n'empêche qu'ils ont un arsenal juridique à leur disposition pour pouvoir le faire. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. En ce qui concerne les fake med, c'est très différent. On va prendre le cas de l'ostéopathie et des autres fake med, parce que pour le coup, j'ai vu qu'il y avait un mélange entre ostéopathie et fake med. Donc, l'ostéopathie n'est pas totalement considérée comme une fake med. Le ministère de la Santé, quand on pose des questions sur quel est le statut de l'ostéopathie, parce que le statut est un petit peu bâtard, ils nous disent « vous êtes affilié profession paramédicale ». Les ostéopathes ne sont pas une profession paramédicale. Simplement, il se trouve qu'effectivement, les études en ostéopathie en France, elles doivent suivre un référentiel très strict dicté par le ministère de la Santé. Donc le ministère de la Santé a quand même une prise sur le contenu de la formation en ostéopathie. Et c'est pour ça que l'ostéopathie n'est pas tout à fait considérée comme une fake med. Mais le risque de dérive en ostéopathie, il est très important. Malgré ça, le fait que l'ostéopathie ne soit pas une discipline paramédicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres que les ostéopathes n'ont pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre en ostéopathie. Si demain vous avez un ostéopathe qui commet des agressions sexuelles, ça va passer nécessairement par la voie pénale. Il n'y aura pas un ordre en ostéopathie pour pouvoir décréter que telle pratique n'est pas normale. Il existe des spécialistes juridiques en ostéopathie qui sont appelés dans les tribunaux quand il y a des cas de problèmes avec les comportements d'ostéopathes avec leurs patientes. Mais pour avoir discuté avec certains de ces experts, je peux vous garantir qu'ils défendent systématiquement l'ostéopathe. Systématiquement. Quel que soit le type de cas. Ce qui est hautement problématique. En ostéopathie, il y a des pratiques qui ont existé, qui ont été autorisées par la loi, ou en tout cas on va dire tolérées. Ce sont les pratiques de toucher interne, toucher vaginaux, toucher rectaux. Et aujourd'hui, le décret du ministère de la Santé, donc les ostéopathes sont sous la tutelle de l'ARS, les écoles d'ostéopathie sont sous la tutelle de l'ARS, a strictement supprimé l'enseignement de ces techniques et les a rendues obligatoires, passibles de poursuites pénales. Autrement dit, en ostéopathie, il n'est pas légal de pratiquer un toucher pelvien. Un ostéopathe n'a pas à faire de toucher rectaux ou vaginaux. Ça paraît évident, mais pourtant, malheureusement, on retrouve parfois ces pratiques chez certains ou certaines praticiennes qui vraiment devraient avoir honte d'eux et honte d'elles. Donc, vous avez une profession qui n'a pas d'ordre, qui a interdit des pratiques qui sont clairement du viol, les touchés pelviens, clairement du viol, quelle que soit l'intention qu'il y a derrière. Interdites par la loi, mais vous n'avez pas d'ordre pour pouvoir les sanctionner.
Et en plus de ça, il y a toujours un flou par rapport à ces pratiques parce que c'est des pratiques qui ont été faites pendant je ne sais pas combien d'années depuis que l'ostéopathie existe en France, depuis les années 60 à peu près, et qui ont été interdites en 2002. Après la loi de 4 mars... en 2012 je crois. Après, c'était pas la loi de 4 mars, je confonds. En 2012, quand il y a eu la loi qui a décrété que les ostéopathes, les écoles d'ostéopathie, je ne sais plus si c'est 2012, peut-être 2007, je me souviens plus exactement, excusez-moi, que les écoles d'ostéopathie devaient être sous la tutelle de l'ARS. Ça a été interdit. Et donc, est-ce qu'il y a une spécificité de l'ostéopathie par rapport aux autres pratiques médicales ? Oui. Oui, il y a une spécificité, bien entendu. L'absence d'un ordre, qui fait que les ostéopathes qui se comportent mal n'ont pas la peur d'être radiés de leur profession. Un flou, un véritable flou sur ce qui était autorisé comme type de technique par le passé, ce qui est autorisé aujourd'hui. Donc il y a réellement, effectivement, une spécificité aux éventuels VSS en ostéopathie. Pour les autres fake med, c'est exactement la même chose. Je ne connais pas évidemment en détail le contenu de leur référentiel de formation, mais les fake med ne sont pas sous la tutelle de l'ARS. Autrement dit, quand vous faites une formation dans une fake med, on peut vous apprendre tout et n'importe quoi. Et ça, c'est spécifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence gynécologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médecins généralistes qui violent des patientes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chirurgiens ou des chirurgiennes qui profitent du fait qu'un patient ou qu'une patiente soit endormie pour violer cette patiente-là. Évidemment, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'en fait, en ostéopathie et dans les fake med, il n'existe pas d'arsenal juridique interne à la profession pour pouvoir les sanctionner. Et donc, les ostéopathes et ceux qui pratiquent de la fake med n'ont pas cette instance verticale au-dessus d'eux et au-dessus d'elles qui pourrait leur dire « faites gaffe, on a un œil ». Et le jour où il y aura un ordre en ostéopathie, je peux vous garantir que si l'ordre apprend qu'un ostéopathe ou une ostéopathe se rend coupable de faire des touchés pelviens sur un patient ou sur une patiente, il sera radié, ou elle sera radiée. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Et ça, c'est une spécificité. Donc ça, c'est vraiment la partie avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est la partie avec laquelle je suis entièrement d'accord avec les zététiciens qui appellent un MeToo dans ces milieux-là, milieux d'ostéopathie et fake med. Pourquoi encourager l'existence d'un MeToo spécifique au tantra et aux pseudomédecines plutôt que de visibiliser le MeToo générique et au passage le travail titanesque accompli par les assos et collectifs féministes de lutte contre les VSS. On va revenir là-dessus parce que je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Bonne question à laquelle nous cherchons encore une réponse satisfaisante. Je vais avoir 2 éléments de réponse à fournir. Certaines personnes indiquent que le risque de VSS serait plus important au sein des pseudomédecines car ces personnes ne sont pas professionnelles de santé. Sauf qu'être professionnel de santé n'a jamais empêché qui que ce soit de commettre des VSS, et nous aurions presque envie de dire au contraire, car l'autorité exercée par les professionnels de santé les place dans un rapport de domination qui facilite les VSS. Par rapport à les pseudothérapeutes et tantricas, auteurs de VSS n'ont pas la chance d'être couverts par leur ordre professionnel, eux. Tout ça est incroyablement juste et extrêmement juste, effectivement. La problématique n'est absolument pas que ces disciplines ne soient pas correctement réglementées. La problématique, ça n'est pas ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien compris grâce aux travaux des féministes antérieurs, qu'on a bien compris grâce à toutes celles qui ont travaillé sur la question de la domination masculine. Si vous allez lire La domination masculine de Pauline Delage, vous aurez des informations par rapport à ça. Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici vous permet de comprendre d'un point de vue plus global comment le capitalisme permet d'asseoir la domination masculine. Ça n'a pas de rapport avec le fait que vous soyez reconnu comme telle ou telle personne. En revanche, on peut envisager le fait que lorsque vous avez un titre, un statut, ça vous confère un pouvoir supplémentaire. Et on sait que le pouvoir est un risque de reproduire des VSS. Donc il y a d'un côté, par rapport à ce paragraphe-là, des arguments qui vont complètement en sa faveur. Moi, je suis quand même plutôt d'accord avec ça. Et qui vont dire ça n'est pas une question d'être réglementé ou pas. Et d'un autre côté, d'autres arguments qui disent oui, mais quand même, dans les milieux de pouvoir, on retrouve plus de VSS que dans d'autres milieux. Donc vous voyez, il y a un peu de vrai et il y a un petit peu de faux dans cette affirmation. Mais c'est une affirmation malgré tout plutôt intéressante. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce paragraphe-là. Autre question qui nous taraude. Depuis quand les sceptiques et zététiciens s'intéressent à la lutte contre les VSS dans une perspective féministe, seule perspective qui puisse avoir du sens en la matière? Alors ça, je ne suis pas d'accord pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui ne se sont pas senties féministes et qui ne se sentent toujours pas féministes, mais qui se sont quand même indignées quand il y a eu les mouvements MeToo, les mouvements Balance ton porc, et qui leur ont donné de la voix en les partageant, ça a eu un impact, mine de rien, politique. Alors c'est sûr qu'il y a une différence évidente entre quelqu'un qui va vouloir lutter réellement contre les VSS et qui du coup essaye de comprendre d'où viennent les VSS et veulent lutter contre le système qui produit les VSS, avoir une réflexion vraiment systémique, et les personnes qui voudraient se contenter de dénoncer des agresseurs sans réaliser que derrière, ce qui est intéressant évidemment en plus de rendre justice aux victimes, c'est de comprendre d'où naissent les racines de cette domination masculine et de comment lutter contre. Donc c'est pas la seule perspective, la perspective féministe est à mon avis la meilleure, à l'évidence, mais toutes les personnes qui ne se sentent pas féministes et qui vont partager les témoignages des femmes qui ont subi des VSS font partie de l'équation et des personnes qui font du bien.
Eh bien, depuis jamais. C'est d'ailleurs sûrement pour cela que l'engouement pour ces MeToo Fake Med, MeToo Tantra, MeToo Ostéo n'est pas associé à une visibilisation massive des travaux des associations et collectifs de lutte féministe contre les VSS, ni même associé à un discours politisé sur ce sujet. Là, je suis d'accord. En revanche, effectivement, ce qui est important, ce serait d'avoir un recul, un discours politique par rapport à ça. Mais encore une fois, ne faisons pas de procès d'intention. Ça n'est pas bien de faire du procès d'intention. Et 2, on ne demande pas à ce qu'une chaîne qui fasse de l'esprit critique soit hyper calée sur la lutte contre les VSS. En revanche, quand de temps en temps ils utilisent leur grande notoriété, parce que c'est parfois des chaînes qui ont de la notoriété pour mettre en avant la lutte contre les VSS, il faut les applaudir. Je veux dire, même si c'est pas parfait, même si c'est parfois maladroit, même s'il y a une incompréhension de la dimension politique de ce que c'est que la violence masculine, mettre en avant les témoignages des victimes et pointer du doigt les agresseurs potentiels, les agresseurs présumés, c'est nécessaire. Pour mémoire, ce qui se fait de mieux actuellement en termes de féminisme dans les milieux sceptiques, c'est d'essayer d'avoir des quotas de femmes et personnes trans sur les événements publics, ou au moins de dire en début d'interview événement qu'on a demandé à des femmes de prendre la parole, mais qu'elles n'ont pas pu ou pas voulu venir. Et là-dessus, je suis assez d'accord, ça fait évidemment partie de ce qui est important. C'est pour ça qu'il y a plus d'1 an et demi, j'ai retiré le mot féminisme de la totalité de ma chaîne. Je fais une chaîne contre la violence masculine, je fais une chaîne contre le sexisme, et à chaque fois que j'en ai l'occasion, je cite des ouvrages de femmes, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'invite des femmes, mais c'est assez compliqué parce que la chaîne n'est pas assez connue pour que je fasse venir beaucoup d'invités. Ça, je suis assez d'accord. Mettre en avant les travaux de femmes, c'est indispensable. Sous-titre pour celles et celles qui n'ont pas encore le décodeur. Alors du coup, c'est pas de notre faute si on est encore cette fois juste entre mecs cis. Elles ont qu'à faire garder leurs gosses pour se rendre disponibles, se bousculer un peu pour supporter avec le sourire la transmisogynie ambiante et arrêter de se sentir bêtement illégitime à prendre la parole quand on leur tend généreusement un micro pour leur faire profiter brièvement d'un millième de la place hégémonique qu'on occupe. Bon voilà, peut-être pas non plus exagérer et déformer les propos. Mais néanmoins, il y a des choses intéressantes dans cet article. Vous voyez, il y a des choses intéressantes de personnes qui voudraient que dans ces milieux-là, s'ils parlent des VSS, ils en parlent de façon politique. Maintenant, on pourrait tout à fait leur faire le même reproche en disant, écoutez, profitez du fait que vous ayez des tribunes sur Internet pour travailler du coup sur la question de façon politique. C'est une chose de pouvoir faire une critique sur la façon dont les VSS sont utilisés, c'en est une autre que de produire un contenu régulier, visible, et je serai le premier à le mettre en avant d'ailleurs si jamais vous le souhaitez, pour pouvoir justement que votre voix soit entendue et pour pouvoir participer à la lutte contre les VSS. Maintenant, la critique qui est faite dans l'article est une critique intéressante. C'est vrai que d'une façon générale, on l'avait vu avec l'affaire de Pardieu, il y a une sorte de fait diversation, je ne sais pas comment on pourrait le dire, de la lutte contre les VSS. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand les personnes en parlent, ils en parlent sous le prisme du cas particulier du viol. Ils n'en parlent pas sous le prisme de ce qui va faire système et ce qui va permettre le viol. Et c'est contre-productif, parce que ça n'amènera aucun changement. Mais on va reparler vraiment, dans la dernière partie, de mon avis sur le rappel à ce qu'il y ait un MeToo dans ces domaines-là. Bref, aucune remise en question des rapports de domination, aucune dénonciation explicite. Bon, bref, je vais passer un peu parce que c'est vraiment de l'attaque là. Cela s'inscrit dans la logique de l'illusion de neutralité dont se revendiquent bon nombre de sceptiques qui oublient que leurs savoirs sont situés et que la neutralité politique n'existe pas. Notre hypothèse au regard de ces éléments de contexte, c'est que ces MeToo Fake Men, MeToo Tantra, MeToo Ostéo ne s'intègrent aucunement dans une perspective féministe de lutte contre les VSS. C'est pas qu'ils ne s'y intègrent pas, c'est que le recul n'est pas nécessaire pour que, en eux-mêmes, ils soient suffisants pour lutter justement contre ce système-là. Mais c'est quand même nécessaire. Je veux dire, c'est quand même nécessaire d'arriver à faire porter la parole des victimes. Ça n'est pas suffisant. S'il n'y avait que ça, ça ne serait pas suffisant, mais c'est quand même nécessaire. Donc, vraiment à moitié d'accord. À dire vrai, nous ne savons pas comment expliquer le succès de ces hashtags, autrement que par la volonté d'alimenter un narratif binaire, simpliste et campiste, et gentil médecin versus méchant pseudo-thérapeute, très éloigné de la réalité sociologique et politique, mais pourtant cher aux sceptiques et zététiciens les plus visibles. La seule chose qu'on pourrait leur reprocher, parce que ça c'est du procès d'intention, ça m'agace. La seule chose qu'on pourrait leur reprocher, c'est éventuellement, coucou Safran, c'est de ne pas forcément comprendre, saisir la dimension politique qu'il faudrait mettre dans ces dénonciations. Mais en revanche, si c'est pour dire ils s'en servent à dessein simplement pour lutter contre les fake med, ça c'est du procès d'intention, ça va pas. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça, c'est pas juste en fait. C'est pas juste, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils décident la tronche en biais de parler de la question du genre, ce serait du clientélisme du coup? Parce qu'en fait ils en ont pas parlé avant, donc comme ils n'en parlent que maintenant à travers un article, et que la dimension de la vidéo de Thomas n'était pas une dimension systémique, du coup en fait ça n'est pas valable.
Évidemment on peut toujours critiquer des points parce qu'ils sont jamais verbalisés de façon parfaite, mais la solution parfaite, la façon parfaite de verbaliser, ça n'existe pas vraiment. Et je pense qu'il faut mettre en avant les forces d'agir par rapport à ça. Et là, moi, j'aurais préféré en fait qu'on mette en avant ces forces d'agir, et plutôt que d'écrire un article aussi dur, aussi acerbe, néanmoins intéressant, avec lequel je suis quand même d'accord en partie, il aurait fallu mettre en avant leur démarche et éventuellement préciser bravo pour la démarche de mettre en avant le MeToo dans ces pseudo-disciplines. Maintenant, ce qui est intéressant, ce serait de comprendre pourquoi dans les disciplines médicales, paramédicales et fake med, on retrouve comme ça autant d'histoires d'agression. Et le problème n'est probablement pas le fait que ces personnes-là, ces disciplines, soient agréées ou non par le ministère de la Santé. Le problème, c'est le pouvoir. Et c'est la façon dont les hommes abusent de leur pouvoir sur les femmes. On remarque également que ces hashtags ont été majoritairement lancés et propulsés par des hommes. Très bonne chose. On notera au passage le sexisme mêlé de putophobie de l'annonce du dernier de la petite série. Encore une belle illustration de l'absence d'engagement féminin derrière cette initiative. En bref, ces hashtags résultent de la récupération opportuniste d'un outil féministe pour obtenir des témoignages publics de VSS qui seront utilisés non pas pour soutenir les victimes et visibiliser la lutte féministe contre les VSS, mais avec pour objectif de servir les discours anti-fake med et anti-new age manichéens et dépolitisés. D'accord, peut-être qu'ils ne le feront pas bien, mais dans ce cas-là, déjà, ça ne s'est pas encore produit, mais dans ce cas-là, si un jour ils se retrouvent avec beaucoup de témoignages, soyons là. Nous qui avons les connaissances et la compréhension de ce qui se joue derrière ça, soyons là pour les conseiller le jour où ils vont récolter beaucoup de témoignages et qui voudront en faire quelque chose. Soyons là pour les conseiller. D'accord ? Ne restons pas tapis dans l'ombre derrière des buissons. Et je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Il ne faudrait pas que ce soit juste une récupération de témoignages pour pouvoir dire « Regardez les fake meds ». C'est entièrement vrai. Mais en fait, encore une fois, on est dans le procès d'intention. Si ils récupèrent 150, 200 témoignages, soyons là avec eux, pour les accompagner, pour dire voilà, vous avez fait un super travail pour pouvoir récolter la parole des victimes. Maintenant, voilà ce que je vous propose que vous en fassiez. Voilà ce que je vous propose. Voilà des pistes de réflexion. Voilà des ouvrages féministes de femmes qui ont écrit sur la question des violences masculines, de la domination masculine en général. Voilà comment elles analysent la domination masculine. Et voilà ce qu'il faudrait faire. En somme, une instrumentalisation détestable des violences que nous subissons, de nos témoignages et de nos luttes. Et ça, en tant que féministes et victimes de VSS, ça nous file la gerbe. Au moins autant que si Zemmour avait eu la brillante idée de lancer le MeToo migrant. On comprend la colère, elle est légitime, on comprend la colère. Mais bon, voilà, pas de procès d'intention. Bref, bon. Il faut qu'on discute... Je suis déconcentré par ce machin-là. Il faut qu'on discute d'un truc. Comment on fait pour que un MeToo, on va appeler ça comme si c'était un nom commun, ait un impact politique ? Il y a quelque chose qui, moi, m'a posé question dès le départ, avec leur démarche. Quelque chose avec lequel je suis critique. C'est qu'en fait, ils appellent un MeToo de l'extérieur. Donc ça, pas mal de choses qu'on peut discuter dans les théories féministes qu'on a pu lire, de Geneviève Fraisse, par exemple. Il n'y a pas d'injonction à donner aux victimes. D'accord ? Il ne faut pas donner l'injonction aux victimes, leur dire « il faut témoigner ». Donc, effectivement, c'est un petit peu maladroit quand il y a quelque chose de l'extérieur qui arrive. MeToo a pourtant commencé comme ça. Alyssa Milano, en 2017, a popularisé le slogan MeToo en disant si toutes les femmes avaient subi un viol dans leur vie, qu'elles écrivaient MeToo sur ce tweet, ce serait peut-être mieux pris en charge. Donc, c'est venu d'un appel à l'extérieur. Il n'y avait pas de revendication politique, c'était le début du mouvement. Et là, finalement, on a une démarche qui ressemble à ce qui s'est passé au début du mouvement. Vous avez des gens de l'extérieur qui appellent à ce que des personnes fassent un MeToo. C'est quoi le risque de ça ? Le risque de ça, c'est de passer à côté du caractère politique justement de MeToo. Et ça, cet article-là qu'on vient de lire l'a très bien compris. Je m'explique. Ce qui est intéressant, par exemple, vous prenez le MeToo Théâtre, par exemple. Je crois que ça s'appelle Marie Coquerel, celle qui l'a porté en premier. Laissez-moi tout de suite vérifier pour ne surtout pas... j'ai jamais interagi avec elle, donc je voudrais simplement vérifier de bien prononcer son nom. Laissez-moi juste vérifier sur Twitter pour être sûr que je ne vous dise pas de bêtises. C'est peut-être pas ça. Bon, quand vous avez une personne qui lance le MeToo Théâtre, elle lance le MeToo Théâtre, non pas... Je suis désolé, je ne me rappelle plus de son nom, c'est honteux. Je vous mettrai bien évidemment, dès que je l'aurai retrouvé, son nom et le lien vers son compte Twitter lorsque je publierai la vidéo. Ce qu'elle explique, celle qui porte un petit peu le mouvement MeToo Théâtre, c'est pas juste qu'elle a subi une violence sexuelle dans le théâtre. Elle y a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et donc elle a vu en fait comment le système du théâtre, spécifique au théâtre,
aboutit à une multiplication des violences sexistes et sexuelles, voire des viols. Et donc finalement, ce qu'elle dénonce, ça n'est pas moins que l'agression qu'elle a pu subir, que le viol qu'elle a pu subir, ou les viols malheureusement, qu'elle a pu subir dans sa vie dans ce milieu-là. C'est aussi une analyse très profonde de comment la domination masculine s'est implantée. Comment on a réussi à silencier les femmes dans ce milieu-là, comment on a réussi à donner du pouvoir majoritairement aux hommes, etc. Et ça, c'est ce qui fait que vous avez certains MeToo qui sont des MeToo éminemment politiques, qui nous permettent d'avoir de plus en plus de clés pour nous aider à comprendre en fait comment on arrive à un système de domination masculine. Et donc, si vous voulez, ça n'est pas que du voyeurisme que les journaux reprennent comme étant simplement du fait divers, parce que les journaux ne reprennent ça que de façon voyeuriste. C'est aussi un outil qui nous permet à nous ensuite d'analyser la façon dont les choses se passent dans tel ou tel milieu, et de trouver des points communs avec les MeToo qui ont pu sortir dans différents milieux. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est parce que le MeToo, il est fait de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra probablement, pour que le MeToo ostéopathe, par exemple, ou No Fake Med, prenne de l'ampleur, qu'ils viennent du milieu interne à l'ostéopathie. Il va falloir probablement un jour que ce soit probablement une ostéopathe qui a connu les violences sexistes et sexuelles pendant ses études d'ostéopathie, en tant que praticienne, qui aura vu comment ses confrères et consoeurs usent ou abusent de leur pouvoir sur les femmes pour les violer, et qui aura compris pourquoi ça n'est pas puni, pourquoi elle continue. Et c'est là, en fait, qu'il pourrait y avoir quelque chose d'ampleur. L'appeler de l'extérieur, évidemment, c'est le risque de se retrouver avec une série de faits divers, analysés comme une série de faits divers, sans comprendre en fait tous les mécanismes qu'il pourrait y avoir à l'extérieur. Si j'avais un seul truc à leur reprocher, c'est ça. Mais c'est même pas un vrai reproche, si vous voulez. Parce que moi, je considère qu'en fait, là, ils font aussi leur boulot. Alors bien sûr, il s'est forcément un peu intéressé. Et évidemment qu'ils se disent, on travaille beaucoup sur les fake med, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de MeToo qui a été fait dans les fake med, c'est pas normal, on va le faire. Évidemment que c'est rapporté à leur domaine, à ce avec quoi ils luttent. Ça frange, je travaille, on t'entend. Mais néanmoins, si nous, on choisit de se positionner parmi les gens qui vont les pointer du doigt pour leur en rebalancer encore plein la tronche, et ben en fait, en quoi on va améliorer la situation? Ils vont récolter des faits divers, enfin, ce qui n'est évidemment pas du fait divers, vous savez très bien ce que j'en pense, vous savez très bien que le viol est un fait social et fait divers, mais ils vont récolter une série d'anecdotes, ils vont présenter ça comme une série d'anecdotes en disant, regardez, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui décrivent des viols subis par les ostéopathes ou par les praticiens des fake med, et après, il n'y aura rien. Si nous, on n'est pas là pour les accompagner là-dedans, il n'y aura rien. Donc moi, je préfère très largement, bon, je vous ai lu l'article, je vous ai dit sur avec quoi j'étais d'accord, sur avec quoi j'étais pas d'accord, je préfère très largement leur dire, si un jour vous récoltez beaucoup de témoignages et que vous ne savez pas quoi en faire, vous m'appelez. Vous m'appelez et je vous mettrai en contact avec probablement les premières associations qui me viennent en tête, évidemment c'est Nous Toutes, le collectif féministe contre le viol, Oser le féministe, il y en a d'autres. Je vous mettrai en contact avec ces associations qui ont réfléchi, qui ont travaillé là-dessus. Je pourrais vous mettre en contact avec des autrices féministes que j'ai déjà présentées ou reçues sur la chaîne qui pourront vous expliquer comment travailler avec ce matériau-là. Et en dernier recours, si ces personnes-là ne vous répondent pas, n'hésitez pas à me contacter. Et je préfère qu'on fasse ça plutôt qu'on leur fasse ces procès d'intention assez lamentables. Et je suis en train de perdre le fil parce que je suis en train de faire des câlins à Safran. Donc, on va en rester là. J'espère que mon propos était clair. Oui, c'est bien. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Et s'il vous plaît, soyez un peu charitable. Et comportez-vous bien avec un peu plus de bienveillance sur les réseaux sociaux. Surtout quand vous avez des critiques à faire sur nos travaux respectifs. Le message ne passerait que beaucoup mieux. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Salut.